Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire plaisant. Et c'est ce qu'on vous démontre avec mon invité aujourd'hui, nul autre que notre ministre responsable des services sociaux, M. Lionel Carman. On va vous parler des services sociaux généraux qui sont disponibles au Québec. Je tiens à préciser ici que les services sociaux sont un système extrêmement complexe. Donc, étant donné la durée que nous avions pour l'entrevue, nous avons décidé de s'orienter plus sur une visée éducative, d'un petit peu plus survoler qu'est-ce qu'on a de disponible dans les services sociaux généraux et également de mettre l'accent sur comment avoir accès aux services si jamais vous avez besoin d'aide. Et maintenant, jason. Bonjour et bienvenue à Jason Santé Mentale. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir à mon podcast nul autre que notre ministre responsable des services sociaux, M. Lionel Carman, en personne. Donc, on va parler d'un sujet quand même assez important en un temps très concis qui est les fameux services sociaux au Québec. Donc, bonjour M. Carman, comment allez-vous pour commencer? Ça va très bien, merci. Merci, Madame Roy. Merci de l'invitation. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Ah ben ça fait plaisir, puis merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. J'aime toujours commencer mes entrevues en posant la question suivante. Ce serait quoi votre définition de la santé mentale? Je pense que la santé mentale, c'est un concept qui inclut le bien-être, qui inclut l'estime de soi, qui inclut le sentiment qu'on a tous les jours euh, d'être bien dans sa peau, je crois. Une bonne santé mentale, c'est vraiment tout ça. Ce qui est important de dire aussi, c'est que la santé mentale, ça fait partie de la santé. Mhm. Hein, Oui. on parle souvent de santé physique, mais je pense que une bonne santé, il faut que ça inclue également la santé mentale. Oui, absolument. Puis je pense que vous allez être d'accord avec moi si je dis que la santé mentale va au-delà de l'absence d'un diagnostic. Hein? Ce n'est pas parce qu'on Oh, n'a tout pas à, de diagnostic qu'on a nécessairement une bonne santé mentale ou que notre santé mentale est optimale au même principe que la santé physique, justement. tout à fait, tout à fait. Puis je pense que ce qu'on a vécu là, dans les dernières années avec la pandémie, ça nous a appris beaucoup sur ce que Oui, c'est qu'une bonne santé mentale. oui, je le vois dans ma pratique, effectivement. Mais parlant de la pandémie, justement, est-ce que vous avez constaté une différence dans la priorité que la santé mentale occupait chez les Québécois avant la pandémie et peut-être après la pandémie? C'est quoi les principaux changements observés? Ah, c'est vraiment une augmentation de la demande. Donc ça, Oui. on le voit assez facilement. Nous, on a voulu faciliter l'accès à notre arrivée en utilisant le 811 Info Social, puisqu'on justement, on va Mhm. parler de services sociaux Oui. généraux aujourd'hui. Puis pendant la pandémie, les chiffres ont presque doublé là, d'utilisation du 811 Info Social. On était autour de 7 000 appels par semaine. On est monté en haut de 12 000. Et là, on commence à rebaisser autour de 10 à 11 000 appels par semaine. Mais vraiment, OK. la pandémie a mené une explosion là, des demandes d'aide. OK. Fait que la courbe d'augmentation est exponentielle, mais après ça, le retour après pandémie, il n'est pas. Est très, est très lent. Est OK. vraiment très OK, effectivement, ça fait bien du sens. Mais parlons justement, on voit qu'il y a une très, très forte demande. Si vous me permettez, je vais utiliser un adage populaire, là, que quand on parle des services sociaux, c'est énorme. Tu sais, c'est un peu, on fait souvent référence à un labyrinthe, d'essayer de comprendre où c'est qu'on va. Puis quand on est en détresse psychologique, bien, des fois, de juste faire le pas, d'aller demander de l'aide, c'est complexe. Hein? On voit souvent ça. Les gens peuvent ressentir de la honte, de la gêne à demander de l'aide. Fait en plus, quand on sent qu'on ne sait pas où s'orienter, où aller demander de l'aide, bien, ça devient encore un enjeu, un obstacle à l'accessibilité puis aux soins. Donc, si on faisait un bref survol de qu'est-ce qu'on a au Québec comme services sociaux généraux. Alors, c'est justement ça qu'on a voulu améliorer au début. C'est à cause des gros délais d'attente, on a voulu améliorer l'accès Mhm. aux services en santé mentale en commençant par les services sociaux généraux. Puis justement, je parlais tantôt du 811 Info Social. Ça, pour nous, c'est la porte d'entrée vers tous les services. OK. 24 heures sur 7, dans chacune des régions,
Il y a des gens qui sont des spécialistes en santé mentale qui prennent les appels et qui peuvent nous orienter. Ça, ils peuvent nous orienter soit vers des organismes communautaires, soit vers des services en santé mentale, soit vers des services en services sociaux généraux, ou même ils peuvent nous orienter vers quand on est en situation de crise, vers des centres de crise ou vers l'équipe de crise du 811 Info Social. Puis, OK. avec ce 811 Info Social, on a vu vraiment, comme je disais, pendant la pandémie, une augmentation de la demande, mais aussi avec l'augmentation de l'offre de services, on a vu que nos listes d'attente ont commencé à diminuer un petit peu. OK. Mais une fois ce que j'ai entendu par la suite, c'est que beaucoup de personnes, surtout nos plus âgés, me disaient, mais nous, on n'est pas à l'aise avec quelqu'un qui est un service téléphonique. Hmm. Ou encore, ce qu'on voit de particulier avec le 811 Infosocial, qui est l'option 2. Il faut différencier l'option 1, Oui. qui est les Oui. services santé physique, de l'option 2, qui est services sociaux. C'est que les gens, quand ils appellent pour l'option 1, des fois, ils peuvent attendre une heure et demie pour être orientés vers le bon professionnel. Hmm. Mais en service social, souvent, on se rendait compte que si les gens n'avaient pas de réponse immédiate, là, à l'intérieur d'une minute, mais ils avaient tendance à raccrocher. OK. Donc, la deuxième chose qu'on est en train de faire, puis ça, c'est ce qu'on fait actuellement, c'est de recréer l'offre de service en CLSC. Donc, il y a un OK. service qui s'appelle la AAOR en CLSC qui est ouvert de 8 heures le matin à 8 heures du soir dans la plupart de nos CLSC au Québec et qui recommence à avoir du sans rendez-vous. Donc, Hmm. n'importe qui a besoin de parler à quelqu'un en personne peut se rendre à l'AOR. Puis une deuxième chose qu'on est en train de faire, c'est de lier cet accueil, orientation, réception avec le mécanisme d'accès en santé mentale, le guichet santé mentale, pour s'assurer que s'il y a un besoin, la personne peut être dirigée rapidement vers le service approprié. Donc, avec OK. ça, on a vu une diminution encore plus importante de nos listes d'attente, justement en facilitant cet accès sans rendez-vous. Ça, c'est super important pour nous. Oui. Puis je dois mentionner aussi que pour les adolescents, puis l'idée de rouvrir le CLSC sans rendez-vous, ça vient un peu de ça. On a eu les aires ouvertes qu'on a déployées à travers le Québec, qui offrent des services 12-25 ans avec ou sans rendez-vous OK. pour ceux qui ont de la détresse psychologique ou ceux qui ont des problèmes de santé mentale, mais plus que juste des problèmes de santé mentale. Et ça, c'est très, très apprécié. On a comme 45 ou 46 points de service ouverts à travers le Québec. OK. Et c'est de plus en plus achalandé pour nos jeunes de Et 12 à comment est-ce qu'on 25. peut les trouver, ces aires ouvertes-là? Sur le site web québec.ca, santé mentale, si vous cherchez aires ouvertes, vous allez voir les listes de toutes les aires ouvertes du Québec. OK. C'est ça. Avec, dans le fond, là, on a le Info Social 811. Il y a désormais aussi les CLSC que les gens peuvent se retourner aussi pour avoir des services en santé mentale. C'est ça, oui. Ils sont presque tous ouverts au niveau de l'accueil AAOR. OK. Puis quand il y a le lien avec le santé mentale, c'est également indiqué sur notre site web. Donc ça, on veut continuer à déployer ce lien-là pour avoir un accès privilégié vers les services en santé mentale quand ils sont requis. Parce que nous, ce qu'on vise, en fait, ça c'est important que je le mentionne à ce point-ci. Mhm. Auparavant, puis moi, je suis neurologue, donc j'ai été formé comme ça. Euh, Auparavant, au Québec, quand on avait un problème de santé mentale, le réflexe était de nous orienter vers le psychiatre ou le psychologue. OK. Mais Oui. beaucoup d'études, surtout européennes, nous montrent que quand le problème est pris là, dès le début, quand on a de la détresse psychologique, quand on sent le besoin de parler, en fait, on a plus souvent besoin de- d'un service plus spécifique, soit par un travailleur social, psychoéducateur, une infirmière, Hmm. sexologue, euh, souvent des professionnels que l'on peut retrouver en première ligne. Et ce qu'on voit, c'est que les services de première ligne sont requis plus dans 70% des cas, puis les services plus spécialisés dans 30% des cas. Donc, nous, on est en train de renverser cette tendance qu'on avait au Québec, que tout soit référé vers les psychologues et les psychiatres. Puis en faisant ça, ce qu'on espère, c'est que quand il y a besoin d'un accès spécifique à la psychothérapie, donc à un psychologue ou un psychiatre, Mhm. ben là, l'accès va être accéléré
Parce que pendant longtemps, on disait que on n'avait pas accès à la psychothérapie dans le réseau public au Québec. Mais notre approche, un de ses bénéfices, c'est qu'on commence à avoir de plus en plus de disponibilité pour avoir accès à un psychologue rapidement. Il y a encore beaucoup de travail à faire, là, j'en suis bien conscient, mais en mettant tous les professionnels à l'œuvre, ben là, on se rend Oui, compte que, un, on baisse nos listes d'attente, puis deux, on facilite l'accès quand le besoin est requis aux psychologues et aux psychiatres. bien, exactement. Je pense que dans le réseau des services sociaux, on a beaucoup de multidisciplinarité, voire d'interdisciplinarité aussi. Oui, Donc, chaque professionnel va travailler sur son champ de pratique qui lui appartient selon la personne. Puis je pense que ça va peut-être réduire un peu un effet des tables tournantes parce que, veut pas, si on réfère à un professionnel, mais qu'on se rend compte que le cœur du motif de consultation du patient, c'est pas nécessairement dans son champ de pratique, ou c'est pas lui qui a l'expertise clinique pour travailler sur ce motif-là, ben ça fait encore, bon, ben on l'a vu quelques rencontres, on se rend compte qu'on n'est pas dans le bon champ de pratique, on réfère à un autre, donc ainsi de suite. Fait que, tu sais, si déjà au début, on arrive à comprendre, OK, c'est quoi le cœur du motif de consultation, quelle est la meilleure profession qui peut résoudre rapidement ou faire un impact significatif sur le problème, mais je pense qu'en mettant de l'avant la multidiversité, où je pense qu'elle est déjà présente, mais de ce que j'en comprenais de mes compatriotes qui travaillent dans le réseau des services sociaux, c'est que je pense qu'il n'y avait pas encore cette utilisation de l'expertise de chacun. Tu sais, je pense qu'il y a des équipes exactement. multidisciplinaires, mais de départager les champs et les expertises de chacun, c'était pas encore là, mais là, de ce que je comprends, c'est que ça va devenir défini un peu plus, l'expertise de chacun. Ben, c'est ça. Puis si on est en train de transformer la multidisciplinarité, comme tu dis, vers de l'interdisciplinarité, Mhm. où chacun a un rôle équivalent dans l'équipe, chacun doit lever la main quand un patient semble avoir plus besoin de ses services, puis surtout aussi avec nos gestionnaires, travailler sur l'autonomie de chacun de ces professionnels-là. Je pense que Ouais. ça aussi, il y a un changement de culture qui doit se faire en donnant plus d'autonomie à chacun des professionnels, un dans la prise de décision, puis deux dans le suivi de leurs patients. Fait que ça, c'est un travail qui est en cours, mais je note l'amélioration un petit peu partout. OK, OK, OK. Bien, est-ce que je m'ouvre une petite porte ici, puis j'ai envie de la saisir, si vous voulez, là. Allez-y. Parce que quand on parle, par exemple, d'autonomie des professionnels, ça me fait souvent penser à un des principaux défis qu'on a, justement, parce que je ne sais pas si vous avez les statistiques de combien qu'il y a de professionnels à gérer dans les services sociaux généraux. Fait que, tu sais, je me dis, c'est tellement grand que je me demandais quels étaient les principaux défis associés à la gestion des services sociaux. Mais je pense que un des défis, c'est l'enjeu d'agenda. Je pense que ça, Hmm. c'est pour avoir accès rapidement. Puis ça, on y travaille. Il y a deux régions qui sont en train de travailler sur un agenda partagé qu'on appelle, OK. pour pouvoir référer plus rapidement et pour enlever cette charge qu'ont nos professionnels de prendre le téléphone, d'appeler des collègues, etc., OK. etc. Donc ça c'est un des enjeux qui est important. L'autre enjeu aussi, c'est, comme vous disiez, là, à un moment donné, voir que oui, le patient s'améliore ou ne s'améliore pas, puis quel serait le meilleur professionnel pour le prendre en charge. Hmm. Puis c'est là que devient l'importance du travail en équipe, de Ouais. l'interdisciplinarité. Puis ça aussi, on y travaille avec des services sociaux plus intégrés, un mécanisme d'accès aux services en santé mentale également plus intégré, où tous les professionnels contribuent. Mais là, on va faire des grands progrès là-dessus, selon moi. OK. Excellent. Puis, dans les prochaines années, tu sais, c'est quoi les autres changements ou les autres projets qui s'en viennent à travers les services sociaux? Ben, nous, ce qu'on essaie, puis une des choses qui est importante aussi, c'est de rendre les services plus communautaires, OK. rapprocher les services de la communauté. Fait que juste le fait de réouvrir les services en CLSC et en CLSC sans rendez-vous, ça c'est un premier pas. Mais nous, on veut même aller plus loin en déployant plus d'équipes sur le terrain, OK. que ce soit dans nos écoles avec des programmes comme hors-piste pour les troubles anxieux chez Hmm. nos adolescents,
avec soit de la pleine conscience ou même des activités dans la nature pour les aider à mieux gérer leur anxiété. Même chose en santé mentale. On a des projets de santé mentale communautaire avec des équipes d'accompagnement dans la communauté, des programmes de suivi intensif à domicile, qui est un genre d'hospitalisation à domicile pour ceux qui Mm. refusent d'être hospitalisés ou qui n'ont pas nécessairement besoin d'être hospitalisés. Donc, tout ça, c'est de rapprocher les services de la communauté. On a rehaussé également les équipes de suivi dans la communauté. Donc, tout ça, c'est des pas pour rapprocher les services de la communauté. On a fermé beaucoup d'institutions en santé mentale OK. dans les années 70-80. Mm. Je pense que là, on fait l'étape qui aurait dû se faire à l'époque, c'est de retourner les services dans la communauté plutôt que les Mm. garder dans nos hôpitaux ou dans nos institutions. Mm. Je pense comprendre un peu c'est quoi vos motivations derrière, mais je trouve ça important quand même de vous laisser le nommer. Mais pourquoi c'était si important pour vous de retourner un peu vers des points de service communautaires, justement? C'était quoi les motivations derrière ça? Mais je pense qu'il y a deux choses. Ce que les gens nous disent, là, c'est que quand j'ai besoin d'un service en santé mentale, il faut que si je cogne à la porte, j'ai quelqu'un qui pour me répondre. Hmm. Et ça, c'est la première chose. Euh, Puis beaucoup, surtout les services santé mentale jeunesse, les gens nous disent, ben, si j'appelle puis qu'il n'y a pas de réponse, ou si j'y vais puis il n'y a pas de réponse, pas certain que je vais y retourner. Donc, c'est important d'avoir les services plus proches de la population. Et l'autre chose aussi, je pense que il faut se le dire, il y a encore un peu de stigmatisation là, avec Ah les oui. problèmes de santé mentale, de détresse. Les gens n'osent pas trop en parler. Donc, en Mhm. rapprochant les services de la communauté, ben, ça rend la chose plus facile à discuter. Les gens sont plus aptes à échanger là-dessus. Je pense que ça déstigmatise beaucoup. Puis, je dois dire que ça, oui, la pandémie a augmenté beaucoup la demande, mais elle, elle a rendu aussi les problèmes de santé mentale plus tangibles à toute la population. Tu sais, tout le monde a Ouais. vécu l'isolement, tout le monde a vécu un peu de solitude, tu sais, de symptômes un peu dépressifs là, tu sais, pendant la pandémie. Mhm. Et puis ça, je pense que ça a sensibilisé beaucoup les gens à que des problèmes de santé mentale, ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Et ça, les gens lèvent plus la main, je dirais, pour avoir accès à des services depuis. Oui, bien, pour faire du pouce justement sur l'impact de la pandémie sur la santé mentale, le constat que j'ai fait dans ma pratique, parce que moi, j'offrais quand même mes services en télépratique pendant ces années-là. Puis le constat qu'on avait, c'était que la pandémie et les mesures qu'on comprend tout à fait là, rendaient inaccessibles les stratégies bien-être des personnes. En général, Mhm. on s'est rendu compte que pour beaucoup de personnes, ou du moins les patients que je rencontrais, leur stratégie bien-être était très orientée vers l'extérieur. Hein? Aller voir du monde, des sorties au resto, aller au cinéma, faire des escapades. Là, tout d'un coup, tout ça était inaccessible. Puis on s'est rendu compte que certaines stratégies bien-être étaient peut-être comme éphémères ou plus superficielles plutôt que de s'assurer d'avoir un filet de sécurité bien-être à la maison. Hein, des petits loisirs, des petits hobbies, des passe-temps, puis s'assurer d'être bien chez soi aussi pour ne pas être entièrement dépendant des stratégies extérieures. C'est correct si on a une préférence vers des sorties, mais s'assurer Ouais. qu'on n'est pas entièrement dépendant de ça. Puis dans certains cas, j'ai dû apprendre à reconstruire ou tolérer une certaine des certaines stratégies ou de s'habituer à certaines stratégies plus orientées vers quelque chose d'un peu plus low-key, qu'on fait chez soi, plus seul. Donc, je pense que ça a été, de mon point de vue clinique, ça, c'est un enjeu que j'ai vu qui a eu beaucoup d'impact par rapport à la pandémie. Ah, ça, c'est très intéressant parce que moi, mon escapade, moi, c'est beaucoup la danse. OK, Puis oui. ça j'ai pu continuer pendant la pandémie d'en faire à la maison. C'était vraiment Oui. ma façon de baisser la pression, là. Et que ça, Oui, exactement. je Peut-être sais que c'est d'avoir su intéressant, là, adapter la ouais, stratégie, ouais, tu sais, probablement qu'avant, je ne sais pas si vous preniez des cours à l'extérieur, vous pratiquiez à l'extérieur avec des amis, exact. puis là, finalement, mais on se dit, bon, ben tant qu'à... Le choix est quoi? Tu sais, soit qu'on ne le fait pas du tout ou qu'on l'adapte. Ce ne sera pas aussi satisfaisant que de le faire en groupe ou avec d'autres danseurs, mais au moins d'en avoir une petite partie, tu sais, de se raccrocher à ça en attendant que la crise passe.
C'est excellent. Puis c'est d'ailleurs ça que j'ai fait auprès d'autres patients aussi. Ah, ouais, c'est super intéressant. Merci. Puis dites-moi, je suis curieuse, d'un point de vue personnel, professionnel, c'est quoi le projet au niveau des services sociaux qui vous tient le plus à cœur? Parce que j'aime toujours avoir un petit angle personnel auprès de mes invités, plus dans la sphère publique, mais de voir quel projet vous tient le plus à cœur dans ce que vous avez créé dans les services sociaux. Mais moi, je pense que tous ces projets de prévention de l'hospitalisation, Mhm. ça, moi, je trouve ça vraiment, vraiment important. Puis, ça me motive beaucoup parce que les professionnels, incluant les médecins psychiatres, embarquent beaucoup dans ces projets-là. Mm. Euh, et je pense que c'est important que les gens réalisent que les services peuvent venir à eux. Puis ça nous permet d'éviter également le phénomène de la porte tournante. On en a parlé un Ouais. petit peu, là. Mais je pense que beaucoup de la déception des 20 dernières années, c'est que le fait que les gens se présentent aux urgences et ils sont renvoyés chez eux avec des rendez-vous dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, des fois 6 mois. Mm. Tandis que une fois qu'on se coordonne bien, bien, il peut y avoir un suivi personnalisé pour chacune des personnes, que ce soit par les services sociaux généraux ou par la santé mentale. Parce qu'encore une fois, beaucoup des gens qui consultent, c'est plus des problèmes psychosociaux que des problèmes franchement de santé mentale. Oui, oui, oui. Bien, je trouve ça intéressant que vous parliez de prévention parce que justement, moi, je suis clinicienne pure et dure, là, parce que, tu sais, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on dirait que l'utilisation des services sociaux, même des services de santé en général, sont beaucoup, une fois qu'on a un problème, qu'on a un diagnostic, et là, on utilise les services, alors que moi, d'un point de vue clinique, je dis aux gens, plus rapidement vous consultez, bien, plus on peut prendre soin et faire des interventions avant que vous ne soyez plus fonctionnel, avant que ce soit tellement grave que là, plutôt que de prendre 4-5 rencontres d'intervention, ça va peut-être en prendre 15, puis 20, puis des fois, ça peut être plus longtemps. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, plus on met de l'avant l'aspect préventif, tu sais, d'aller chercher de l'aide, d'apprendre à détecter nos premiers signaux de détresse, bien, je pense que non seulement on évite l'aggravation des symptômes, mais on est capable de prendre soin du patient plus rapidement puis le rendre plus fonctionnel rapidement. Fait que, est-ce qu'il y a une petite tangente vers la prévention qui s'installe tranquillement? Oui, puis on a commencé très tôt, en fait, puis on l'a mis dans les écoles, nous, la prévention. OK. Donc, depuis 2019, on déploie avec la santé publique la prévention en santé mentale, puis la notion de santé mentale positive. Mm. Donc, dans la plupart des écoles secondaires du Québec, en plus des ateliers qui se donnaient avant, on a également une certaine formation sur ce qu'est la santé mentale positive, puis OK. comment partager ses sentiments, quels sont nos sentiments de base, etc. Le défi, je dirais à ce point-ci, c'est peut-être d'aller commencer un peu plus tôt, là, Mm. puis d'aller dans les écoles primaires. Donc ça, éventuellement, c'est quelque chose qu'on regarde, mais pour le moment, on est bien établi dans pas mal toutes les écoles secondaires. Donc ça, c'est très, 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 très encourageant. Puis on fait ça en participation avec de nombreux organismes comme Jeunes en tête ou d'autres organismes qui font un travail également incroyable en prévention là, de la santé mentale dans les écoles. OK. Puis pour les plus vieux, je suis curieuse s'il y a des orientations pour encourager à la prévention, agir tôt, parce que moi, je travaille principalement avec la clientèle adulte, 25 ans et plus. Puis avant notre enregistrement, je faisais un épisode sur la gestion des émotions au travail. Puis dans mes recherches que j'avais faites pour l'entrevue, j'avais vu que toutes les personnes âgées de 40-50 ans et plus avaient été plus à risque d'avoir été eux-mêmes élevés dans les courants de parentalité autoritaires et disciplinaires où tout ce qui était démonstration des émotions désagréables était encadré, qui était refusé, qui était même, dit, qui était
qui devait être caché, par exemple. Donc, tu sais, ça fait les adultes de nos jours qui sont des fois coincés avec des émotions désagréables, qui ont été éduqués dans une notion que la santé mentale, ça n'existe pas. C'est pour ceux vraiment qui ont des gros diagnostics lourds. Donc, je suis curieuse de savoir s'il y avait des projets plus en prévention qui étaient faits pour ces personnes-là. Ben, pour les adultes, on est plus à nos tout débuts. OK. Premièrement, avec la CNESST puis le ministère du Travail, on a déployé des équipes, euh, 18 intervenants santé mentale dans chacune des régions qui font le tour des entreprises pour OK. parler de santé mentale puis de bien-être. Et en Montérégie, c'est un petit projet qu'on a commencé avec Développement économique Longueuil, un projet pilote avec l'organisme Relief également, OK. où Oui. où on a déployé des éclaireurs dans nos petites et très petites entreprises. Parce que souvent, les entreprises de grande taille ou les moyennes entreprises ont des programmes d'aide aux employés, mais souvent, les plus petites entreprises n'ont pas ça. Donc, on a déployé un programme d'éclaireurs dans ces petites entreprises et on a fait le lien avec le CLSC si jamais ils détectaient des gens qui semblaient vulnérables au niveau de la santé mentale. Puis à travers le Québec aussi, on a déployé le programme des éclaireurs. Donc, des gens qui sont dans OK. la communauté, qui posent des questions, comment ça va, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, etc., pour essayer de détecter la détresse chez nos concitoyens, puis de les envoyer vers les services appropriés. Ça, c'est un programme qui Hmm. fonctionne très bien. Puis je dois lever mon chapeau au groupe des éclaireurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui font OK. des Ah, activités c'est bon. formidables. Formidable. Je suis allé les visiter à la baie une fois. Ils font des activités là, de groupe en plein air, en tout cas. Ils sont vraiment nos plus actifs à travers le Québec, mais partout dans le Québec, incluant Montérégie, on a déployé des programmes d'éclaireurs. OK. J'ai vu votre visage s'éclairer. Il faut que je pose la question. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous déployez des projets, des idées, puis après ça, j'entends que vous rendez visite, vous constatez le programme qui est mis en place, puis comme l'équipe au Saguenay que vous avez souligné, qui dépasse un peu vos attentes. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça? Ben, ça fait vraiment chaud au cœur. Hmm. Ça fait plaisir de voir comment les gens sont satisfaits de jouer ce rôle-là, puis qui sont enthousiastes par nos programmes. Puis c'est pour ça aussi, un petit peu, quand tu parlais tantôt des programmes de prévention à l'hospitalisation, ça Hmm. aussi, là, on voit que les équipes là, sont enthousiasmées par ça. Vous savez, l'étage de psychiatrie, là, c'est pas Oui. facile. Et je pense qu'il faut réserver ça vraiment à nos patients qui sont une atteinte plus sévère. Hmm. Et tous ceux qui peuvent rester à domicile, recevoir des soins à domicile, il faut leur faciliter cette tâche-là. Puis médecins, infirmières, travailleuses sociales, psychoéducatrices, je suis allé faire une visite à Québec avec l'équipe OK. d'hospitalisation à domicile. C'était fantastique de voir leur travail. Je pense qu'ils sont rendus à 3 équipes à Québec. Là. OK. C'est vraiment contagieux, ce concept-là. Puis, je leur lève mon chapeau. OK. Ah, c'est excellent ça. On est déjà sur nos dernières minutes d'entrevue. Donc, dites-moi, Monsieur Carman, si jamais il y a des gens, des professionnels qui nous écoutent, qui auraient peut-être des idées à vous soumettre, qui aimeraient vous partager leurs réflexions, vous rejoindre, c'est quoi la meilleure manière qu'on peut suivre les projets des services sociaux, savoir se tenir un peu au courant des changements? Tu sais, ce serait où est-ce qu'on pourrait suivre tout ça? Un des sites web les plus visités du gouvernement, québec.ca/santé mentale. Oui, Donc, il y a tous les je projets. l'utilise régulièrement. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez nous écrire à mon cabinet, à ministre responsable. Puis tantôt, on parlait du Haut-Richelieu. Ben, ça, c'est une région qui a adapté beaucoup de nos programmes. Air ouverte est là. Mhm. La prévention des hospitalisations, ils l'ont déployé assez rapidement, une des premières régions à l'avoir déployé. La Montérégie est la région où Hors-Piste a débuté aussi. Donc, OK. c'est parmi nos champions là, en santé mentale, service social. C'est bon. Chapeau. Excellent, excellent. Puis, juste pour terminer sur une petite note un peu plus légère, ce serait quoi votre rêve un peu personnel, professionnel par rapport aux services sociaux généraux? Ben, je pense que c'est que les gens
et n'hésite pas avant de lever la main. C'est vraiment Mm. le plus grand défi. C'est si on sent, si on a besoin d'aide ou si on connaît quelqu'un qui a besoin d'aide, Oui, levez la main. Les services sont disponibles. Appelez-nous 811 Info Sociale. Allez à votre CLSC. Je pense que si on arrive à transmettre cette idée-là, là, que tout le monde peut oui, avoir accès à des services, euh, je pense que c'est important. Puis, on parle à un professionnel de la santé mentale. Et les gens disent, ouais, mais je suis déjà en attente. Non, si vous sentez que ça va moins bien, rappelez, on peut vous oui. reprioriser, vous pouvez échanger, OK. on peut régler le problème plus aigu aussi. Fait que ça, c'est vraiment un de un de mes plus grands rêves, que tout le monde n'hésite pas puis demande de l'aide. Ouais. Ils en ont besoin. J'avoue que je partage un peu ce rêve-là aussi que la santé mentale soit vraiment un sujet comme un autre, tu sais, aussi important puis aussi Ouais. accessible que la santé physique. Et pour ça, je martèle sur une même statistique que je trouve tellement importante. C'est une étude, en fait plusieurs études même, qui avaient démontré que quand on suit un énorme bassin de personnes sur une période qui peut varier entre 20 et 30 ans, eh bien, c'est 85 des personnes qui vont vivre au moins un épisode de problème de santé mentale avec ou sans diagnostic. Donc, quand on regarde les études longitudinales, hein, donc qui étudient sur une longue période de temps, la statistique est énorme, alors que quand on est dans des études plus transversales, hein, qui aujourd'hui a un problème de Exact. santé mentale, bien, on tourne autour du 20-25 de la population. Donc, on ne veut pas être le 1 sur 4 ou le 1 sur 5 qui détonne, qui ne va pas bien. Mais dans les faits, c'est parce qu'on n'est juste pas toutes poquées en même temps. Mais on finit toutes, la majorité, la norme est qu'en fait, on vit tout un épisode plus difficile à un moment ou à un autre. C'est la norme. Donc, c'est pour ça que moi, je réutilise souvent cette statistique-là parce que je trouve qu'elle vient dédramatiser justement, puis elle encourage les gens à parler parce qu'on fait partie du 8 sur 10 et non du 1 sur 5. Exact, exact. Puis je pense que ça aussi, ça met en valeur le besoin d'avoir tous nos professionnels en santé Mm. mentale. C'est la technicienne en travail social, la travailleuse sociale, la psychoéducatrice, l'infirmière clinicienne, la psychologue, Mhm. sexologue, dans nos cliniques pour TDAH, par exemple, un trouble d'attention, on a des kinésiothérapeutes aussi, OK. kinésiologues qui nous aident. Donc, il y a plein de professionnels qui peuvent venir aider pour des problèmes plus spécifiques et qui viennent soulager nos listes d'attente. Donc, le fait qu'on a déployé tous ces services-là, ça nous aide vraiment grandement, puis on va continuer à le faire. OK. Bien, excellent. Je pense que ça termine cette entrevue sur une très belle note plus positive, hein, parce que c'est ça qu'on essaie de faire, vous et moi, de redorer un peu l'idée de la santé mentale, puis d'en parler ouvertement. Donc, encore une fois, un énorme merci, Monsieur Carman, d'avoir accepté mon invitation. Et nous, on se dit à bientôt à un autre épisode de Jason Santé mentale. Merci. Merci beaucoup. Plaisir.